Bonjour et bienvenue au livre audio de Ni sans moi, ni moi sans vous de Daniel Mativa, lu par moi, Hugo Berthiaume. Chapitre 6. La forêt de Morroy. Quand le roi apprit que Tristan n'était pas mort et qu'il s'était enfui avec Iseult, il entra dans une grande fureur, promettant 100 marques d'or à qui lui rapporterait les fugitifs morts ou vifs. Tout le long du jour, on l'entendit rugir d'un bout à l'autre du palais, et quand, par hasard, elle tomba sur le bouffon, il le saisit par le cou et le souleva de terre. « Qu'est-ce à dire, misérable avorton? À cause de toi, j'ai perdu ma femme, mon neveu et l'estime de mon peuple. Voilà où m'ont mené tes conseils. » Le nain, à demi étranglé, bafouilla. « C'était écrit dans les étoiles. » « Et ça, l'avais-tu lu aussi dans le ciel? » Gronda le roi Marc en tirant son épée et en voyant rouler la tête du bouffon sur les dalles de marbre de la salle du trône. Coup si soudain que lorsque le chef de Froquin s'immobilisa, il ouvrait encore de grands yeux étonnés. Dans sa folie meurtrière, le roi Marc voulut ensuite se jeter contre Cariado, mais celui-ci esquiva l'attaque et appela à la rescousse les chevaliers de sa Maïsni, qui aussitôt lui firent un bouclier humain. Retenu par ses gardes, le roi se calma quelque peu, grondant entre ses dents. « Comte, quittez ma maison sur le champ ou il vous en cuira vous aussi. » Ensuite, il se tourna à un de ses écuyers qui avait assisté à la scène horrifiée. « Toi, enlève-moi cette chagrogne et jette-la au pourceau. Morte la bête, mort le venin. » Pendant ce temps, Tristan et Iseult, loin du monde, perdus en plein bois, étaient réduits à vivre comme des animaux. Les premiers mois, ils mangèrent des herbes et des racines, cueillèrent des baies, dormirent au creux des rochers ou sur la terre déjà durcie par le gel. Pourtant, malgré la rudesse de leur existence, ils étaient heureux, car pour la première fois, ils pouvaient dormir dans les bras l'un de l'autre sans aucune crainte. Tristan, qui, dans sa jeunesse, en compagnie de Gourneval, avait vécu comme un sauvage, était bien sûr mieux adapté à ce genre de vie. Très vite, il prit possession de la forêt comme si elle était son propre royaume. Aussi malheur à quiconque y pénétrait contre sa volonté. Une fois seulement, un baron de Cornouailles, cousin du traître Cariado, s'y aventura à la poursuite d'un cerf. Tristan le décapita sans pitié et, en guise d'avertissement, cloua sa tête sur une croix à l'orée du bois. De ce jour, plus personne de la région, même pour tout l'or de l'Arabie, n'osa pousser au-delà de ce signal macabre que les habitants de la région baptisent la Croix-Rouge. Bientôt, la forêt n'eut plus de secret pour Tristan. Il connaissait l'emplacement de toutes les sources, de toutes les tanières et de tous les ravages de grands cervidés. Il apprit à lire les empreintes laissées par les bêtes et, quand il s'amusa à imiter en sifflant le loriot, la messange, le rossignol et les autres oiseaux, ceux-ci venaient se poser sur son épaule ou sur les branches de la hutte où Iseult se reposait. Très vite également, il régla le problème de la nourriture. Un jour, en effet, il surprit un forestier endormi, lui vola son arc et sa pierre à feu. Cela lui permit dans la journée de tuer un chevreuil et quelques lièvres qu'il fit rôtir sur des broches de coudrier. Les jours suivants, il tua tant de gibier qu'il mit les quartiers de viande restant sur son cheval et gagna les montagnes où des bergers les lui échangèrent contre des miches de pain et de sel. Bientôt, vêtu de peau de bête et de brais comme un vilain, il devint un si habile chasseur qu'il put acheter chaudron, couverture de laine et outils pour bâtir une grossière cabane qu'il couvrit de chaume. Iseult, par contre, bien qu'il ne se plaignît jamais, endurait de plus en plus difficilement la solitude et les rigueurs de la vie dans la forêt. La robe en lambeaux, les mains toutes égratignées par les ronces et les épines des buissons, elle dormait mal, surtout lorsque les loups se mettaient à hurler à la lune ou lorsque l'orage secouait les murs de son pauvre logis. Se sentant moins belle, elle se croyait moins désirable et devint moins ardente, allant jusqu'à repousser son amant, préférant dormir seule sur sa litière de foin et de joncs séchés. Cette détresse entraîna chez elle comme une maladie de langueur. Ne mangeant presque plus, elle maigrit et perdit ses généreuses rondeurs. Ne voyant plus personne, elle cessa de se laver et de se peigner ses longs cheveux.
Sans bal ni musicien, elle passait des heures à chantonner toute seule et à cueillir des fleurs dont elle se faisait des couronnes. Peu à peu, elle perdait la raison. Pour la distraire, Tristan lui proposa d'aller rendre visite à leur seul voisin à 20 lieues à la ronde, un ermite au nom d'Eugrin qui habitait dans une vallée perdue et passait son temps entre la lecture des Saintes Écritures et la traite de quelques chèvres qui lui fournissaient lait et fromage. Tristan, au cours de ses chasses, avait souvent rencontré le saint homme, qui accueillit les deux amants à bras ouverts. Iseult, qui n'avait conversé avec personne d'autre que Tristan depuis des mois, éclatant en sanglots et raconta tous ses malheurs. « Nous sommes maudits, mon père. Depuis que nous avons bu le poison d'amour, notre vie est un enfer. Regardez à quel état nous sommes réduits. »« Oui, je sais, mes pauvres enfants, répondit Eugrin. Votre vie est même en danger, car la remarque à ce que j'ai ouï dire a promis une grosse récompense à celui qui vous livrait. Veuillez donc à point trop vous montrer. » Tristan fit un geste de défi. « De toute manière, qu'importe la mort, si nous mourrons ensemble. Et puis, ne sommes-nous pas déjà morts? » Le vieil homme regarda avec bonté les deux jeunes gens qui se tenaient la main et qui avaient l'air à la fois si unis et si tourmentés. « Oui, d'une certaine manière, c'est vrai, vous êtes morts. En vivant dans le péché, vous vous consumez et viendra le temps où il ne restera rien de vous. »« Vous êtes prud'homme. Que faire, mon père? » se désola Iseult en tombant à genoux. « Il faut lutter pour sauver vos âmes, mes enfants. »« Mais mon père, je ne peux vivre sans Iseult, » s'écria Tristan. « Et moi sans Tristan, » soupira Iseult. « Alors, aimez-vous dans l'honneur sans avoir honte de vous-même. Répentez-vous, libérez-vous des raies de cette folle passion. Et si c'est au-dessous de vos forces, au moins aimez-vous par la pensée, renoncez à la chair, élevez vos âmes et Dieu aura pitié sur vous. » Cette conversation fit beaucoup de bien aux deux malheureux amants. Désormais, ils s'efforcèrent de considérer leur souffrance comme un juste prix pour le rachat de leurs fautes et la transformation de leur amour en un sentiment plus pur et plus fort que l'attirance physique et les délices du plaisir charnel. Ce nouvel état d'esprit et cette volonté de se mortifier leur fut salutaire et elle les aida à supporter les rigueurs dans la mauvaise saison. Car, après l'été vint l'automne et, avec lui, les premiers froids et le triste spectacle des arbres défeuillés. Lorsque le gibier commença à se faire plus rare, Iseult fit provision de noisettes, de pommes sauvages, de mûres et de cornouilles, pendant que Tristan, accroupi dans les ruisseaux, attrapait à la main des truites frétillantes et de grosses carpes paresseuses. Puis la glace figea les lacs et la neige boita la forêt. La pauvre Iseult, grelottante de froid, les lèvres bleues et les doigts gourds, commença à tousser et à brûler de fièvre. Tristan s'en désolait. Il avait beau la serrer dans ses bras et la couvrir de fourrure, il n'arrivait pas à la réconforter. Il pensa demander l'hospitalité à l'ermite, mais ce dernier avait vœu de quitter le monde et, malgré toute sa bonne volonté, il ne pouvait héberger une femme sur son toit. Tristan chercha donc un meilleur abri et finit par trouver une grotte qui, d'après les crânes et les ossements qui la jonchaient, avait été habillée par un ours. Habillé. Comment? Tristan chercha donc un meilleur abri et finit par trouver une grotte qui, d'après les crânes et les ossements qui la jonchaient, avait été habitée par un ours. Non, Chris! Tristan chercha donc un meilleur abri et finit par trouver une grotte qui, d'après les crânes et les ossements qui la jonchaient, avait été habitée par les ours. Pendant 3 jours, il besogna à la hache et au marteau pour en fermer l'ouverture et ménager une porte. Puis, il y transporta de chaudes peaux de mouton, une bonne réserve de bois et 2 paillasses bourrées de feuilles de châtaignier. Ce fut leur logis pendant toute la saison de frimas. Une saison si dure et si froidureuse qu'ils ne sortirent guère. À peine Tristan quittait-il le refuge pour aller relever ses collets ou tenter de pêcher sous la glace. Quant à Iseult, à la longue, cette vie fruste, digne des temps anciens, finit par la transformer. Elle devint plus maigrelette, mais aussi plus robuste et plus simple, se satisfaisant des petits bonheurs. Le peigne de buis que Tristan lui avait taillé, l'écule qu'il lui avait sculpté, le manteau bordé de martre qu'elle était en train de coudre,
et dont elle était très fière, le crissement des pas de son bien-aimé dans la neige, la chaleur d'un bon feu odorant. À force de vivre constamment côte à côte comme des vieux époux, Tristan et Iseult s'étaient assagis. Leur amour avait perdu son caractère d'urgence et ses désirs fous. Ils s'étaient arrondis et polis comme un galet que la mer a roulé très longtemps, et ce qu'il avait perdu en fougue, il avait regagné en tendresse. Tristan et Iseult s'aimaient donc toujours mais différemment. Partager la même paix, se réchauffer corps contre corps, prier ensemble, leur semblait désormais plus agréable que de s'unir avec fougue en soufflant et en ahanant comme des bêtes qui les entouraient. Il y avait une autre explication à cet apaisement du mal d'amour. Au bout de 3 années, l'effet de sortilège contenu dans le vin herbé bu sur la nef d'Irlande avait tout simplement commencé à se dissiper. La nature du lien qui unissait les deux amants avait changé, les ramenant peu à peu à la condition humaine ordinaire, avec ses doutes, ses repentirs, l'usure du temps et la difficile obligation pour chacun de décider librement de son destin. Plusieurs fois, l'ermite à grain et vin leur rendre visite. Il discuta longuement avec eux. Ainsi, peu à peu, furent-ils amenés à l'idée qu'ils pourraient tout autant s'aimer, et si elle redevenait une épouse respectable et lui, le parfait chevalier qu'il avait été. Plusieurs incidents vinrent d'ailleurs d'illustrer de belle manière qu'il était toujours possible de changer une vie de scandale et de tapage pour retrouver la voie de la raison. La première de ces leçons fut fournie aux deux amoureux par le plus humble des créatures, un chien nommé Usda. À la cour du roi Marc, juste avant son arrestation et sa fuite, Tristan s'était pris d'affection pour un lévrier blessé que le grand Veneur s'apprêtait à achever. Il avait soigné l'animal et celui-ci le suivait partout, posant sa truffe ses genoux, gémissant dans l'attente de ses caresses et aboyant de joie dès qu'il décrochait son arc pour aller chasser. Lorsque Tristan disparut, Usidan cessa de manger et devint méchant. Il fallut l'attacher et le museler, ce qui ne l'empêchait pas de tirer nuit et jour sur sa chaîne. Un jour, à force de s'arc-bouter et de tirer sur ses liens, il finit par se libérer son collier et se sauva, déboulant les escaliers, renversant tous ceux qui essayaient de lui barrer le chemin et emplissant tout le château de ses abois. « Laisse-le aller, dit le roi Marc, ouvrez-lui les portes et suivez-le. Après tout, il est assez fou pour nous mener à Tristan. » Et comme de fait, dès que la herse de la forteresse fut levée, le lévrier fila directement vers les bois, entraînant à sa suite plusieurs chevaliers, bacheliers et écuyers, à la tête desquels le comte Cariado, qui avait retrouvé depuis peu les faveurs royales. Et le brave lévrier courait, ventre à terre, nez au vent, ne s'arrêtant que pour flairer l'odeur de son maître, avant de repartir avec des clabaudements de plus en plus joyeux à mesure qu'il se rapprochait de la forêt de Montroy. Tristan, qui était en train de dépouiller un lièvre pris au piège, l'entendit donner la voix et le reconnut immédiatement. Elle comprit aussi le danger, car il ouït en même temps, à l'orée du bois, de hennissements de chevaux et de cris d'hommes excités qui ne pouvaient être que des chasseurs sur la piste d'une proie particulièrement importante. Il enfourcha son cheval et galopa dans le lit de la rivière afin de brouiller les pistes. Puis il sauta à terre et attendit dans les fourrés, sachant très bien que les traqueurs ne tarderaient pas à abandonner leur recherche tandis que Usa finirait bien par le trouver. Elle ne s'était pas trompée. Blanc d'écume, le lévrier sujet aussitôt et commença à fêter son maître. Elle se roula à terre et ensuite dressait ses pattes arrière. Elle lui lécha le visage. Tristan lui caressa la tête. « Du calme, le chien. Allez, couchez !» Usa se remit à japper en remuant la queue. Tristan lui fermait la gueule d'une poigne ferme. « Veux-tu bien te taire ?» Mais Usidan se débattait. À regret, Tristan dut lui lier les mâchoires à l'aide d'un lacet de cuir pour l'empêcher d'ameuter ses poursuivants. Après avoir battu les broussailles et tourné en rond un bon moment, les hommes du roi Marc abandonnèrent les recherches et Tristan revint à la grotte, Usidan sur les... Iseult l'accueillit, elle aussi, le chien avec joie, mais s'indigna. « Pourquoi l'avoir muselé ainsi? »« Parce que, mamie, il aboie si fort qu'il risque d'attirer les gens de mon oncle, qui l'ont suivi presque jusqu'ici. » Pourtant, il est si affectueux et si dévoué, regarde-les. Je le sais. Et là, je ne pense que nous puissions le garder. Que voulez-vous dire? Je crois que je vais devoir le tuer. Le tuer?
Parce qu'il vous aime trop. C'est insensé. Gardons-le avec nous. Je vous en prie. Il vous aidera à chasser et me tiendra compagnie. Alors, il faudra qu'il apprenne à vivre avec nous en silence. Pour ne point vous chagriner, je veux bien tenter de le dresser. Uzdan, bien entendu, ne comprit pas tout de suite ce qu'on s'attendait de lui. Et les premiers jours, dès qu'un perdix se levait devant lui ou qu'un bruit insolite lui faisait dresser ses oreilles, elle ne pouvait s'empêcher d'aboyer et devenait tout piteux lorsque Tristan le punissait. Désorientée, elle se mettait alors à gémir, la queue entre les jambes, et interrogeait son maître de ses grands yeux clairs. Puis, il s'habitua à chasser à la muette, et non seulement il réussit à faire son travail de chien sans un bruit, mais encore il le fit mieux, car dorénavant, elle fondait sur les chevreuils sans crier gare et sautait à la gorge des lièvres sans que ceux-ci aient le temps d'esquiver un geste. Du coup, Uzdan devint le compagnon fidèle et indispensable aux deux amants. Ils dormaient blottis entre eux, montaient la garde, les suivaient partout, protégeaient les œufs et aidaient si bien Tristan à la chasse, qu'à la parfum il accumula une telle quantité de viande qu'il put de nouveau troquer celle-ci avec tous les forestiers et les bergers du pays, contre des tissus, des chandelles et mille autres objets. Cette année-là, le printemps fut si hâtif qu'on aurait dit que d'un seul coup la nature avait ôté le linceul blanc de l'hiver pour le remplacer par un manteau fleuri de mille couleurs. Le soleil faisait chanter sa lumière dans ce sous-bois empli de pépiments et de roucoulades d'oiseaux. L'herbe tendre embaumait le muguet et la violette. Bref, tout invitait à l'amour et comme la sève monte dans les arbres qui semblent morts, Tristan sentit de nouveau le désir s'éveiller en lui. Il lui suffisait à la dérobée de regarder Iseult se laver nue au bord du ruisseau pour se sentir soudain tout bouleversé. Il fit part à son ami de cette humeur nouvelle et Iseult lui confia à son tour. « Moi aussi, je sens en moi le feu de l'amour qui flamboie et je languis de vous. Malheureux que nous sommes, tout l'hiver, nous avons été si heureux. Souvenez-vous de ce qu'a dit Ogrin le saint homme. C'est dans la parfaite chasteté et la communion des âmes que l'amour atteint des sommets qu'il met à l'abri de la méchanceté des hommes lui assure à vivre jamais. » Leur raison approuvait, mais leurs yeux disaient le contraire. Plus ils luttaient, plus ils se sentaient irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Un jour, ils faillirent bien succomber à la tentation. C'était par une belle journée de mai. Tristan avait abattu un daim et s'en revenait la carcasse de la bête sur les épaules. Uzdan trottait devant lui. La chaleur était suffocante. Tristan s'arrêta dans une clairière entourée de trembles et tapissée de mousse. Il lui faisait si frais qu'il s'y coucha et s'endormit. Ce fut Iseult qui le tira de ses songes. En voyant le chien revenir sans son maître, elle s'était vite inquiétée pour ce dernier et il n'avait pu s'empêcher de partir à sa recherche. La vue de Tristan couché dans le plus total abandon fit redoubler aussitôt l'ardeur contre laquelle elle se défendait depuis quelques jours. Elle s'allongea à côte de lui, corps contre corps, tête contre tête, bouche contre bouche, s'efforçant de demeurer parfaitement immobile pour mieux goûter la réaction de Tristan endormi. Tristan, dont elle sentait le désir et le souffle s'accélérer, Tristan qui, au premier effleurement des lèvres d'Iseult, s'écarta brusquement. « Non, mamie, il ne faut pas. Si vous le voulez, dormons l'un à côté de l'autre. Mais nous ne touchons pas. Jurons-le devant Dieu. Ah! Si Ogrin était là, certes, il trouvait mieux les mots que moi. » D'un geste, il ordonna à Uzdan d'aller jusque chez l'ermite, qui ne manquerait pas de deviner le danger qu'ils encouraient. Le chien parti, Tristan sortit son épée et, avant de se recoucher d'auprès Iseult, elle la planta en terre entre lui et elle et ajouta que cette épée nous protège de la tentation. Si je faille à ma promesse, prenez-la et tuez-moi. Si c'est vous qui succombez au péché, je ferai de même. Nul ne peut dire combien de temps ils restèrent ainsi étendus côte à côte. Des heures sans doute, et puis le doux murmure du vent et le bruissement du feuillage aidant, ils s'endormirent d'un sommeil profond.
Or, il advint que par hasard, le roi Marc chassait le cerf et que, par hasard, le cerf qui l'avait blessé avait fui si loin que la chasse du roi se retrouvait aux abords de la forêt de Morois. C'est là que, toujours par hasard, un des rabatteurs du souverain tomba sur les deux dormeurs. L'homme les reconnut tout de suite. Il pensa à la rançon promise, mais il vit aussi l'épée plantée à terre. Prudent, il jugea qu'il valait mieux aller chercher du renfort et rejoignit la troupe royale. Le roi Marc l'écouta sa lente rampe et prit un air sévère. « Où sont-ils? »« À 2 bonnes lieues d'ici, dans la forêt de Montroi, non loin de la Croix-Rouge. »« Et que faisaient-ils? »« Sire, ils étaient ensommeillés. » Le roi Marc, qui achevait de déjeuner, ceignit son épée et sella son meilleur cheval, puis il appela le chef de sa garde. « Nous camperons ici ce soir. Dressez les pavillons et allumez les feux. J'ai une affaire à régler. Je ne veux pas qu'on me suive. » Ébahi, l'officier protesta et retint la monture du roi par le... « Mais sire, les visages que vous soyez toujours escorté. » Le roi fit un geste agacé et trouva le mensonge approprié. « Je serai absent moins d'une heure. J'y rendez-vous avec une pucelle, comme je les aime. Écarte-toi. » L'officier s'écarta et le roi se tourna vers son valet de chien. « Allez-nous. Nous avons assez perdu de temps. Conduis-moi et je ferai de toi un homme riche. Par contre, garde-toi de dire un mot sur ce que tu as vu ou ce que tu verras. » Arrivé à la Croix-Rouge, le roi Marc sauta à terre et après s'être fait indiquer que le chemin menait à la clairière, il pénétra seul dans la forêt, épée nue au poing. Et il n'eut pas cherché très longtemps. Le voleur n'avait pas menti. Tristan et Iseult étaient bien là, couchés ensemble dans la loge de feuillage. Le roi Marc s'attarda un long moment à les regarder. Elle n'avait pas oublié le serment qu'il s'était fait lui-même. S'il les retrouvait, il avait juré de les oxyre tous les deux. Pourtant, maintenant qu'ils étaient devant ces deux êtres contre lesquels il avait nourri de si sombres desseins, ce neveu renégat et cette femme infidèle, il se sentit comme paralysé. Quelque chose, en effet, l'empêchait de plonger son épée dans ces deux corps offerts sans défense. D'abord, il s'attendait à les voir nus et intensément unis. Or, sur leur lit de verdure vêtu de haillons, ils avaient l'air au contraire d'être séparés par une sorte de mur invisible dont le caractère inviolable était symbolisé par l'épée de Tristan enfoncée dans le sol. Il se pencha sur le couple de dormeurs. Leur souffle était régulier et ils souriaient innocents comme deux enfants. Alors, il eut pitié d'eux et les épargna. Néanmoins, pour qu'elles sachent bien qu'ils avaient eu sa merci, il voulut marquer son passage et s'aimer l'émoi dans leur esprit. Il commença donc par ôter l'épée de Tristan et la remplaça par la sienne, de manière à rappeler qu'il serait lui aussi toujours entre eux, aussi dur et tranchant que la lame de son arme. Puis il prit doucement la main d'Iseult au doigt de laquelle brillait un magnifique émeraude, cadeau de sa mère. Il y en retira la bague et, à la place, il glissa celle qui ornait son propre annulaire. Enfin, comme un chaud rayon de soleil venant jouer à travers les branches sur le visage d'Iseult, il ne put s'empêcher de placer son gant dans le feuillage de telle manière qu'il fit de l'ombre, juste assez pour protéger la reine des ardeurs du soleil. Une fois ce cérémonial achevé, ils en retirèrent sans faire craquer la moindre branche. Tristan et Iseult dormirent encore plusieurs heures. Ils dormirent même comme ils n'avaient jamais dormi, unis dans le rêve et ne formant plus qu'une seule âme extasiée. Ce fut usant qui les réveilla. Tristan se frotta les yeux et vit l'épée. « Mon épée! Quelqu'un a pris mon épée! » Iseult se frotta le doigt. « Ma bague! Quelqu'un a pris ma bague! » Tristan retira de terre le superbe brin pommeau d'or qu'il avait remplacé le sien et, après l'avoir examiné attentivement, il s'exclama « Mais c'est l'épée de mon oncle, le roi Marc! » Iseult fit tourner la bague qui se trouvait à son doigt. « Mais ce n'est pas la pierre qui vient de ma mère. Cette bague, c'est celle de mon époux. » Tristan leva la main et prit le gant accroché au branchage. Elle a également laissé son gant pour nous défier. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nous épargner la vie. Ogrin, qui venait lui aussi d'entrer dans la clairière, son bateau de marche à la main, entendit cette remarque et donna sa propre interprétation des gestes du roi. « Il comprit que vous avez changé, il a pitié pour vous, toi, Tristan. Par son épée, il a voulu te rappeler qu'il était toujours ton roi. Toi, Iseult,
par sa bague. Il a voulu que tu te souviennes que tu seras toujours sa femme devant Dieu. Quand on gagne au-dessus de vos deux têtes, pour moi, il signifie que Marc, malgré vos crimes, est encore prêt à vous pardonner, à vous reprendre sous son aile. Toi comme le fils que tu étais pour lui, et toi comme son épouse repentante. Tristan hocha la tête. Peut-être que tu as raison, saint homme. Seulement, que me dit qu'au contraire, par ses gestes, le roi n'a pas voulu nous faire comprendre que maintenant qu'il a découvert notre refuge, il nous tient à sa merci et peut nous oxyre à l'heure qui lui plaira. Ogrin répondit. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. À défaut de pouvoir lui demander au bec, envoyez-lui un message. Je l'écrirai pour vous si vous le désirez. Nous le clouerons sur la croix rouge, à l'orée de la forêt, et je ferai prévenir le roi de venir le chercher. Je reviendrai demain avec mon écritoire, ma plume, mon beau parchemin. Ogrin s'en retournera à son ermitage, laissa Tristan et Iseult aussi songeurs que désemparés. Comment agir, mamie? Fuir de nouveau, nous refuser au pays des Gallois, ou de mettre notre salut entre les mains du roi en implorant son pardon? Iseult tomba aux pieds de Tristan et lui enserra les genoux dans ses bras. Je préfère mourir qu'être séparé de vous. Voyons, mamie, regardez-moi, maigri, attifré de guenilles. Nous ne sommes pas mieux que des vilains. C'est miracle que nous ayons survécu à tant de misère. Si je vous imposais une autre année de souffrance comme celle que nous venons de passer, vous en viendrez malgré vous à me haïr. Et si par hasard vous m'aimiez encore, c'est moi qui m'haïrais de vous voir dépérir lentement. Taisez-vous, je vous en supplie. Voyons, Zolt, il faut se rendre à l'évidence. Votre beauté est faite pour les riches étoffés, les fêtes et les mets délicats, comme je suis moi-même fait pour le choc des combats et la quête d'aventures en terre lointaine. Vous vous ételiez de jour en jour. Voyons vos pauvres mains meurtries. Voyez votre teint bruni comme celui d'une pauvre serve. Voyez vos cheveux d'or qui seront bientôt comme crins sans éclat. Iseult se mit à pleurer à chaudes larmes et soupirant. Vous m'aimez plus, c'est ça? Non, mamie, au rebours, jamais je vous ai autant aimé. Et pourtant, vous voulez m'abandonner et partir au loin? Vous savez bien que par la pensée, je serai toujours près de vous. Murmurons-nous et fût-je à l'autre bout du monde, j'entendrai votre appel. Eh bien, qu'il en soit votre volonté, je retourne vers le roi Marc. Le lendemain, Ogrin revint avec de quoi écrire. Ils s'installèrent à l'entrée de la grotte. Tristan et Iseult vinrent le rejoindre. Iseult s'assit sur un rocher. Tristan le laissa choir à ses pieds, la tête sur ses genoux, dans la position qu'il prenait toujours quand il se sentait triste. Tous deux se taisaient. Iseult, comme elle avait coutume de faire, se mit à gratter le dos de son ami et à lui passer les doigts dans les cheveux. C'est sa façon à elle de chasser la mélancolie qui, peu à peu, noircissait sa pensée. Ogrin attendait la plume taillée. Tristan leva la tête. « Écrivez, roi Marc. Après mûr pansement, je vous rends la reine à la condition que vous promettiez sur votre honneur, et juriez soit froid de ne point lui faire de mal. Je vous le dis, si dame Iseult conçut pour moi quelque amour, ce ne fut que parce qu'il a 3 ans passés bûmes ensemble d'une boisson maléfique. Dieu lui-même eut pitié de la reine quand il permit que je la sauve du bûcher de l'étreinte des lépreux. Roi Marc, je vous en conjure, n'écoutez plus les félons qui vous entourent. Jamais Iseult n'a été jugé avec justice et, si j'aime encore la reine, cet amour n'a plus rien de coupable. Il est devenu plus pur que le gros diamant qui orne votre couronne. Oui, c'est la vérité, ajouta Iseult. Écrivez que je veux bien être rendu roi, mais que j'aime toujours Sir Tristan de toute mon âme. La seule chose que je puisse promettre à mon époux, c'est nul autre homme désormais ne possédera mon corps. Pour le reste, je ferai tout ce qu'il me demandera. La plume de grain courait sur le parchemin, et Tristan attendit que cesse le léger grattement pour reprendre le fil de son discours. Frère Grain, dites aussi au roi que, s'il repousse la reine, j'aimerais qu'il me permette au moins de la ramener en Irlande parmi les gens de son rang, quand moi, il me reverra plus. J'irai en Bretagne ou peut-être chez le roi de Frise qui guerroie sur la mer de Nord et a besoin de chevaliers prêts à mourir. Par contre, si un jour il veut me faire revenir, qu'il me fasse signe et je servirai fidèlement. Voilà, c'est tout. L'ermite proposa à Tristan et Iseult de relire la missive, mais
Comme ni un ni l'autre ne savaient pas très bien lire, ils se contentèrent d'apposer leur seau sur une cire chaude qui fermait le document. Ograin roula la lettre et noua le cylindre avec un ruban. « Je vais la porter, je vous servirai de truchement. » Tristan lui prit le parchemin. « Non, c'est moi qui s'en chargerai. » Ograin et Iseult s'échangèrent un regard inquiet, sans toutefois s'oser s'objecter. Tristan alla fouiller au fond de la grotte et, derrière un tas de fagots, il retirait son armoire de bataille au grand complet, son haubret aux mailles rouillées, ses chausses de fer trouées, son aume d'acier bruni qui avait presque perdu toutes ses gemmes qui l'ornaient, l'épée laissée par le roi Marc, son écu de bois courbe recouvert de cuir et sa grande lance de frêne. Iseult l'aida à enfiler sa côte et, quand il fut prêt, l'ermite Ograin lui amena son destrier qui se mit à hennir de plaisir et à piaffer d'impatience en sentant l'odeur du cuir et en voyant briller le métal des armes. D'un geste, Tristan fit taire Usedin qui aboyait et se mit en selle. « Prenez garde à vous !» lui dit Iseult en tendant son écu qu'elle suspendit à son cou. « Et vous, soyez prudente, Usedin est un brave chien. Il vous protégera en mon absence. » Tristan se pencha, embrassa sa maîtresse sur les lèvres, puis il partit au galop dans un nuage de poussière, chevaucher librement sur la lande, franchir les rivières dans un grand éclaboussement de sabots, sauter les fosses, faire résonner les ponts en les traversant en trombe. Tristan éprouva un mal plaisir et un environnant sentiment de liberté à filer dans le vent. C'était comme si d'un seul coup, il avait retrouvé toute sa vogue et sa fierté d'antan, comme s'il était redevenu Tristan de Lounois, le preux, fils du noble Rivalen, le plus fameux des chevaliers de Petite-Bretagne et de Cornouailles. Quand il arriva au vu des tours de Tintagel, il faisait déjà nuit noire. Il eut donc garde difficulté à éviter les guetteurs posés sur les remparts. Connaissant parfaitement les lieux, il escalada la murette du côté de la mer, où l'abîme était si vertigineux que nul ne songeait même y monter la garde. Il atteignit ainsi la fenêtre du roi Marc, à laquelle il cognait doucement. « Roi Marc, ouvrez, c'est moi !» Le roi l'attendit. « Qui appelle ainsi dans la nuit ?» Il se leva et ouvrit la fenêtre. Le parchemin roulé était déposé sur l'appui de pierre. Il le prit, se pencha au-dessus du vide. « Tristan, est-ce toi ?»« Oui, mon oncle, je vous apporte un bref. Faites clouer votre repos sur la croix rouge à la lisière de la forêt de Morois. » Des sanglots dans la voix, le roi voulut le retenir. « Attendez, beau neveu, reviens !» Nul ne lui répondit. Alors, elle cria par 2 fois. « Tristan! 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 » Mais Tristan était déjà remonté à cheval et avait repris sa course dans la nuit. La réponse arriva 2 jours plus tard, portée par le chapelain du roi. Le roi Marc acceptait. Il abandonnait la querelle. La rencontre marquant le retour au ciel de la reine devait avoir lieu 3 jours plus tard au milieu de la rivière Fal, en lieu baptisé le Gué aventureux. Il voulait bien rétablir Iseult dans tous ses droits et privilèges, effacer à tout jamais ce qui avait mis à grand péril leur union. En ce qui concernait Tristan, par contre, sur le conseil de ses barons, il lui faisait défense de revenir à la cour avant 2 ans, le temps que s'apaise son courroux. Quand l'ermite eut achevé de lire la réponse de Marc, Iseult se frappa l'épaule et secoua sa belle tête blonde en réalisant pour la première fois qu'elle et Tristan allaient vraiment devoir se séparer. Ograin les laissa seuls, sous prétexte d'aller acheter au village le plus proche un jument qui allait lambe et des vêtements dignes du rang de ses 2 protégés. Quand les 2 amants furent seuls, Tristan s'agenouilla devant Iseult et lui tendit ses mains jointes. Elle les prit dans les siennes et les baisant. Tristan baissa le front. « Il faut donc nous dire adieu, momie. » Iseult resta silencieuse un bon moment, puis elle retira d'un de ses doigts un anneau d'or au chaton de jaspe vert qu'elle portait depuis son enfance. « Vous le porterez pour l'amour de moi. Cet anneau me vient de ma mère et il a une vertu spéciale. Chaque fois que vous me regarderez la pierre, vous n'aurez ensuite qu'à fermer les yeux et vous me verrez comme vous me voyez en ce moment. Ne l'enlevez que si votre vie est en danger et donnez-la à un messager si vous voulez que je vienne. Rien alors ne m'empêchera de courir vers vous. Dussé-je jeter ma couronne aux orties et mourir dans mon tenteuse. » Tristan la remercia et siffla Usedin. « Moi, je n'ai rien à vous donner, sinon ce chien. C'est une bête fidèle qui fera tuer pour vous. Elle vous rappellera que, moi aussi, je vous aime plus que ma vie. »
Ils s'embrassèrent encore une fois. Un tendre baiser qui se prolongea, puis leurs lèvres lentement se séparèrent et Iseult murmura « Ni vous sans moi, ni moi sans vous. » Hey, c'est le titre du livre, ça. C'est pas dans le livre, ce que je viens de dire. Une semaine plus tard, Iseult se présenta au guet aventureux. L'ermite avait puisé largement dans le tronc de ses aumônes qu'il n'avait jamais touché et l'avait habillé magnifiquement. Magnifique. Chemise de lin, pilson hermin, bliot broché d'or à larges manches, ceinture incrustée de topaz, d'agate et d'escarboucles qu'elle portait très bas sur les hanches. Elle était toujours aussi merveillablement belle, jusqu'un peu plus pâle et les traits tirés. Tristan, en armes, la suivait. La acné blanche de la roi s'avança dans l'eau de la rivière. Tristan, lui, demeura sur la rive. Le roi Marc arriva jusqu'à cet instant accompagné d'un somptueux cortège dont les étendards claquaient au vent. Il avait revêtu une armure d'or et un manteau d'éclate qui lui donnait l'allure d'un empereur antique. Son cheval entra dans l'eau jusqu'au ventre et vint se coller flanc-flanc contre la monture d'Iseult. Sur l'autre rive, dressé debout sur les étriers, Tristan retira l'un de ses gants qu'elle brandit en haranguant le roi et à sa suite. « Roi Marc, je vous rends Iseult, mais souvenez-vous que ni elle ni moi n'avons jamais été condamnés par la justice. En conséquence, si quelqu'un a des accusations à porter contre nous et qu'il s'avance, je serai prêt à l'affronter en loyal combat devant Dieu. » Et pour ajouter le geste à sa parole, il jeta son gant à terre. Personne n'osa relever le défi. Seul le comte Cariado fit taire quelques pas en avant à son destrier avant de tourner bride. Tristan poussa alors sa monture dans le courant pour se retrouver juste devant le roi Marc. « Mon oncle, je sais que vous êtes encore en grande colère contre moi. Je crierai dans le pays jusqu'à ce que vous me rappeliez à vous le jour où vous le voudrez bien. Cependant, avant de partir, j'ai une requête à vous faire. Parle. La première, rendez-moi mon épée et je vous rendrai la vôtre. La mienne est vieille et bréchée, mais elle m'a toujours bien servi. » Le roi Marc fit ce qu'il demandait et, quand les armes furent changées, il dit à Tristan le regard à la fois dur et troublé. « Et ta deuxième demande, quelle est-elle, Finson-en? Prends soin de ta Iseult. Elle a beaucoup souffert. En conséquence, elle doit lui être beaucoup pardonnée. » Le roi approuva d'un petit signe de tête et tendit la main à Iseult, qui lui donna la sienne. « Mais suis, nous avons de nouveau une reine, lança Marc à la ronde, sous les vivats de tous ces gens. Se voyant, Tristan éperonna son cheval et partit sans se retourner.